Bonjour et bienvenue mesdames et messieurs dans cette énième émission de votre magazine Libre Opinion de ce vendredi. Au sommaire, l'instabilité dans des provinces, qui en est vraiment le responsable? Tanganyika, Sankuru, Ituri, Lualaba, Kasai Oriental, Maniema, Maïndombe, Sud Kivu et même Congo Central, le Chopo également, Kinshasa et Kwilu, qui est vraiment le vrai responsable car hier, Tikens Djemou, sénateur, a même dit que si on était dans un état très sérieux, les chefs de l'État devraient être accusés de haute trahison. A-t-il raison ou tort? Nous allons tenter d'y répondre avec mes invités qui sont déjà sur ces plateaux. En second lieu, nous allons également aborder cette affaire de 2 millions alloués par les chefs de l'État au gouverneur de la ville de Kinshasa pour soutenir l'opération Kinbo Peto. Est-ce suffisant ou cela ne va pas suffire? Nous allons également effleurer les réalités de cette opération avec mes deux invités qui sont déjà avec moi sur ces plateaux. À ma gauche, comme dans sa nature, il aime bien être dans sa tanière. Patrick Lokala, bonjour. Bonjour cher Nono, bonjour à tout le monde. Bienvenue. Merci beaucoup. À ma droite, j'ai Louis-France Koussikessa, directeur général des CML 13 Télévision. Ici, je le reçois, toujours j'aime bien préciser, comme analyste politique. Louis-France, bonjour. Bonjour, monsieur Nono. Ouvrons les balles avec cette instabilité dans deux provinces. Tanganyika, Zoé Kabila est pratiquement déchu. Il était même à Kinshasa, mais il est déchu à son absence par l'Assemblée provinciale. Sankuru Mukumadi également. On ne sait pas est-ce qu'il est à Kin, est-ce qu'il travaille en distance. On ne sait pas exactement ce qui se passe. Jean Bamani Saanitouri bouté dehors. Luala Barisha Mouyenj reste ici. Et c'est la dame qui poursuit, Sophie qui poursuit, Fifi plutôt, qui poursuit son intérim. Kasai Oriental, Maweja est tombé. Le Maniema avec Mawej est également tombé. Et Guy Moussafir plutôt pour le Maniema, excusez-moi. Et Mouyej qui est également à Kinshasa. On ne sait pas exactement ce qui lui réserverait la suite de sa mission à Kinshasa. Les sites que vous n'en parlons pas. Les Chopo et l'Assemblée provinciale de Kinshasa avec la motion de Mike Mukebai. Jean-Tini Ngobila va-t-il tomber ou va-t-il rester? Le Kwilu là-bas non plus, on ne sait pas sur quel sein s'avouer. Cette instabilité a élu des domiciles dans les assemblées provinciales et leurs exécutifs provinciaux. Monsieur Patrick Lokala, quelle serait la solution évidente et efficiente pour trouver la solution pour que la stabilité revienne? Voilà, merci beaucoup pour cette question, Nono Nkuru. La situation de province depuis... déjà à l'époque, la situation n'a pas commencé qu'aujourd'hui. Déjà à l'époque, lorsqu'on a procédé à la décentralisation de ces provinces, il y a des gens qui avaient posé des problématiques réelles à l'époque. Il fallait aller palier par palier, aller au schéma de la décentralisation de manière progressive. On est allé à l'exécution des recommandations de la loi. À l'époque, ça posait quand même de soucis par rapport aux assemblées provinciales qui, à tout prix, voulaient destituer le gouverneur pour des raisons qui leur étaient propres. Et à l'époque, je crois, on avait décrié qu'à un certain moment, les élus provinciaux faisaient un fonds de commerce autour de la déstabilisation ou les interpellations des exécutifs provinciaux. La situation s'est empirée avec l'arrivée du pouvoir actuel conduit par le président Félix Tshisekedi, où nous avons constaté depuis un bon moment une certaine instabilité, comme vous en avez mentionné au début de votre émission. Vous avez énuméré toute une série de provinces sur les 26. On en est déjà à une douzaine, à une dizaine de provinces qui connaissent, allais-je dire, une situation d'instabilité. C'est pratiquement le Congo presque qui est déstabilisé. Mais quels sont les vrais problèmes de cette instabilité? C'est ça la grande question à laquelle je vais tenter d'apporter une toute petite réponse. Il y a d'un côté, il y a des raisons qui peuvent être fondées tout comme pas fondées. D'une part, nous avons certes déniché quelques incompétences. Quand je dis nous, c'est-à-dire la population congolaise, mais surtout ceux qui ont le droit d'interpeller le gouverneur. On a déniché quelques cas
des compétences dans les chiffres de certains gouverneurs de province. Et depuis un moment, les députés provinciaux s'étaient décidés de mettre hors d'état de nuire ces gouverneurs. Je ne voudrais pas ici citer les noms nommément, mais il y a des provinces où on a clairement détecté des problèmes de compétences. Ajouté à cela, les députés provinciaux ont connu une situation d'impayement qui est allée au-delà de 8 à 9 mois, certains parleraient même de 11 mois, et que nous savons tous que derrière les interpellations, c'est de l'argent qui circule, soit pour destituer un gouverneur, parce qu'on ne partagerait pas les mêmes opinions avec lui ou les mêmes convictions politiques avec lui, soit qu'on les fait à décès dans le but d'avoir quelques billets verts de la part de ce gouverneur au cas où il tenait. Est-ce que ce n'est pas dans les soucis de booster l'exécutif pour apporter un développement rapide? Si vous étiez attentif, j'ai présenté des tableaux. J'ai dit il y a des provinces où on a établi clairement des situations de compétences. Je ne voudrais pas ici les citer, mais il y a d'autres provinces où il y avait quand même des avancées, mais on a tenu tout de même à écarter le gouverneur pour des raisons politiques. J'ai donné des raisons des compétences, des raisons de conviction politique. On ne partage pas la même philosophie, la même vision, la même plateforme. Par conséquent, vous devez laisser la chaise à quelqu'un avec qui nous partageons les mêmes opinions. Mais j'ai aussi, dans un troisième tableau, détecté le problème des vaches à lait. Certains élus provinciaux qui vivent dans la précarité ont fait de les interpellations un fonds de commerce. C'est-à-dire, nous interpellons un gouverneur et s'il a l'envie de se maintenir, il y va donner un peu de moyens et nous, on va les laisser. Entre-temps, nous allons subvenir à nos besoins. Ce sont des choses que nous avons tous décriées. Mais en dehors de tout ça, je voudrais apporter, avant de rendre la parole, une autre dimension d'analyse. C'est que, par rapport à ma manière de voir les choses, pour toutes les fois qu'on a mis un gouverneur de côté, pour des raisons qui peuvent être fondées ou pas fondées, car ce sont les élus provinciaux qui en décident, mais on a souffert quelque part par ce qu'on appelle l'application de la loi. On a beaucoup plus péché du côté des manques de légalité. En lieu et place de faire respecter ce que disent les lois du pays, on a préféré aller dans les négociations, dans les arrangements, dans le but de maintenir quelqu'un qui n'est plus en odeur de sainteté avec l'organe délibérant. Je vais citer ici nommément la situation de la province du Congo central. Vous savez, à l'époque, désavoué, nous connaissons les marathons judiciaires. Nous partons au niveau du Sankourou. Moukoumadi a été plus d'une fois désavoué. La loi est claire, mais on l'a maintenue et je crois qu'on a beaucoup plus privilégié les arrangements, les combines en lieu et place de tenir bon par rapport à la légalité, par rapport à l'applicabilité de loi du pays. Donc ils ont plus privilégié des combines en lieu et place. Merci beaucoup Patrick pour votre analyse. Louis-France Kouzikessa, est-ce que pour rester longtemps en qualité de gouverneur de province, il faut exactement faire allégeance à l'union sacrée ou pas? Très bien pour cette question, monsieur Nonon. L'analyse est simple. Il y a une analyse sur l'organisation et le fonctionnement des entités territoriales décentralisées, qui est une analyse juridique. Mais il y a l'implantation de l'union sacrée au niveau des provinces, qui est une analyse politique. Nous devons dissocier. Sur le plan juridique, les entités territoriales décentralisées sont nommément citées et sont reconnues par la Constitution. Mais il se pose un problème de violation du séparateur juridique que la loi a créé entre le fonctionnement de l'exécutif provincial et les entités territoriales décentralisées et l'impact politique de l'exécutif national à l'exécutif provincial. Il faut tout de suite rappeler que l'exécutif provincial n'est pas une caisse de résonance ou une branche séquilier de l'exécutif national, mais la loi a parlé de deux organes qui sont distincts sur le plan fonctionnel et qui sont séparés strictement sur le plan organique. Et donc, un gouverneur
l'Assemblée provinciale jouisse d'une autonomie de gestion. Mais la Constitution a prévu cette fois-là du principe de la coopération interinstitutionnelle. Et on a placé des limites. Quand est-ce que les attributions sont de l'exécutif provincial et quand est-ce que les attributions sont de l'exécutif national et quand est-ce que les attributions sont de la coopération entre des exécutifs. Mais quand vous regardez aujourd'hui, l'exécutif national veut mettre dans son ventre l'exécutif provincial et commencer à le téléguider quand on veut au nom du dictat politique. En ce moment, la loi ne respire pas. En ce moment, le séparateur juridique prévu par le législateur ne respire pas, ne joue pas pleinement son rôle. Ça, c'est un fait. Mais j'ai parlé ici de l'implantation de l'union sacrée au sein des provinces. Vous savez, aujourd'hui, nous devons parler du principe du contexte politique à travers lequel le président de la République a été élu. Le chef de l'État a été élu minoritaire au Parlement et minoritaire au sein des assemblées provinciales. C'est ce qui a fait que le président n'avait pas l'absolu contrôle des provinces. Je suis dans une dimension politique. Il faut que ça soit noté. Et le président n'ayant pas le contrôle des gouverneurs et des assemblées provinciales, il avait besoin d'imposer parce que l'acte administratif de haute portée juridique qui s'appelle ordonnance investit les gouverneurs. Donc, l'Assemblée provinciale peut élire les gouverneurs, mais il doit être investi par le président de la République. En ce moment-là, naît le principe de la redevabilité. Et la redevabilité veut ici que le chef de l'État ayant investi un gouverneur avait besoin de contrôler ces gouverneurs-là. Mais ne les ayant pas contrôlés, ça a créé ce que nous appelons les conflits politiques. C'est très important, c'est une dimension à ne pas oublier. C'est là où est née la crise, ou c'est là où sont nées l'ensemble des crises que vous voyez en province par manque de mécanismes de contrôle politique du président de la République, de gouverneur. 30 secondes. Ceci dit, si nous observons maintenant ce qui se passe, vous remarquerez qu'au lieu que l'union sacrée, au lieu que le président de la République se serve de mécanismes légaux pour imposer sa philosophie politique au niveau des provinces, il est en droit, mais le président use de mécanismes politiques de dissuasion, c'est-à-dire de l'instrumentalisation des provinces. Faites tomber tel, c'est comme ça qu'il faut faire l'analyse, hein? Il faut que ça soit rappelé. Faites tomber tel pour que tel remplace. Et vous regarderez que tous les gouverneurs qui sont remplacés, c'est des gouverneurs de l'union sacrée. Ok? Et à 90%, c'est des répondants du président de la République. C'est une dimension politique. Et je ne trouve pas l'inconvénient que le chef de l'État impose quelqu'un. Mais je suis en train de fustiger ici les mécanismes, les méthodes. Quand vous dites tous les gouverneurs, Maouéja était de quel bord? Très bien. Et celui qui l'a remplacé, de quel bord? C'est à vous-même de répondre. Ah, mais si vous ne voulez pas que vous répondiez, donc ne me posez pas des questions qui vont vous poser vous-même à répondre. Je suis dans mon rôle. Monsieur Nonon, Monsieur Maouéja, s'il était quelqu'un de partir, il partirait aux premières heures de son investiture. Mais il n'est pas parti parce qu'il y avait un support politique qui le tenait encore. Maintenant que le chef de l'État, le président de la République, le garant du bon fonctionnement des institutions, a constaté qu'il y a une honte, je ne crois pas que j'ai atteint la moitié de minutes de mon co-débatteur. J'ai le contrôle de la montre. 30 secondes. Je ne sais pas vous contrôler quand, parce que vous n'avez pas la montre. C'est moi qui l'ai. Vous avez épuisé. Monsieur Nonon, c'est moi qui ai la montre. J'ai le contrôle du chrono, s'il vous plaît. Non, je vais vous remettre votre parole. S'il vous plaît, mais je ne voudrais pas que vous disiez aux téléspectateurs que vous avez le contrôle de la montre. Parce que vous ne l'avez pas. Je conclue en disant que je fustige ici les méthodes mécaniques qu'on impose au niveau des provinces qui créent l'instabilité. Vous regarderez que dans toutes les provinces où il y a des motions, bien qu'en droit, les députés provinciaux sont en droit, mais quelle est la motivation des députés provinciaux qui n'appartiennent pas à la famille politique du président
mais d'exécuter un dictat et de mettre un membre de la famille politique du président de la République. Quel est le mécanisme qu'on a utilisé? Merci beaucoup. C'est là où nous avons besoin d'approfondir un peu les analyses pour éclairer la lanterne de Patrick Lokala, je reviens à vous. En quoi Félix Tshisekedi est-il lié dans cette histoire? Je ne vois pas personnellement en quoi Félix Tshisekedi est lié parce que les assemblées provinciales sont indépendantes. Très bien. Avant que je ne réponde à la question de savoir si c'est à quel niveau le chef de l'État serait lié, parce qu'il faut le dire au conditionnel, je voudrais revenir très rapidement sur les analyses de Louis-France Kouzikessa pour compléter et réorienter certaines choses. Nous devons ici rappeler qu'il a évoqué un principe de contrôle des pouvoirs au niveau de province. Je parle ici des exécutifs provinciaux et des organes délibérants de province. Il s'agit du gouverneur et de son gouvernement, ainsi que de l'Assemblée provinciale. Il est vrai qu'après les élections de 2018, le président de la République n'avait pas la majorité au niveau de province. C'est ce qui justifiait qu'au départ, il n'avait pas le contrôle. Mais à partir du moment où il avait fait des alliances avec la famille politique qui avait l'ensemble des majorités parlementaires au niveau des organes délibérants de province, je parle ici des assemblées provinciales, à partir de ce moment-là, le président avait acquis ou avait eu le contrôle de par l'alliance qu'il avait nouée avec ses partenaires. Par conséquent, à cette époque-là, on ne pouvait pas dire que le chef de l'État n'avait pas le contrôle parce qu'il était dans une alliance qui contrôlait tout. Même alors, à cette époque-là, il y a eu des problèmes. Il y a eu des problèmes au niveau du Congo central. Il y a des arrêts et des décisions judiciaires qui ont été rendues en défaveur d'Atou Matou Bouana, mais on n'avait pas appliqué. Si s'est posé un problème de légalité, on a rejeté la légalité en lieu et place des arrangements. Vous vous rappelez qu'Atou Matou Bouana était même conduit ici à Makala et il y a des décisions judiciaires qui existent, documentées, mais cela n'a jamais été appliqué. La crise était là. Nous partons au Sankourou où on ne va pas nous dire que Moukoumadi n'était pas proche de la famille présidentielle. Quand je parle de la famille présidentielle ici, ce n'est pas en termes de famille biologique, mais en termes politiques. Mais il y a eu une situation d'instabilité au Sankourou. Moukoumadi a été plus d'une fois inquiété. Il a même été mis en accusation, mais on n'a jamais fait recours à la légalité pour appliquer la loi. Donc déjà, à cette époque-là, il y avait des problèmes. Et je voudrais évoluer pour démontrer que même alors quand on nous dit, tout simplement parce qu'on a changé de bord, vous avez cité tout à l'heure le cas de Maouija, j'ai senti un peu que le co-débatteur était mal à l'aise. Il est de la famille politique du chef de l'État, mais il a été mis de côté pour des raisons que nous connaissons. Des raisons liées à son incompétence telle qu'elle avait énoncé l'Assemblée provinciale. Zoé aussi reprochait pour presque... le cas de Zoé, là où j'ai partagé son analyse, c'est que il peut y avoir une volonté, parce que l'ère a changé. On est parti de la chute de la coalition FCC Cash, qui contrôlait les pouvoirs au niveau des provinces. Par conséquent, la trajectoire a changé. La trajectoire de contrôle a changé. Et à ce moment-là, c'est l'union sacrée qui est au pouvoir. Il est donc légitime pour les politiques de chercher à avoir le contrôle des assemblées provinciales et des exécutifs provinciaux qui étaient à la solde de l'ancienne coalition. Et la guerre est permise, elle est autorisée. Mais lorsque la guerre est autorisée, c'est là où je lui donne raison, quels sont les mécanismes mis en place par l'union sacrée pour justement avoir le contrôle de cette province? Les mécanismes qu'ils ont utilisés, c'est-à-dire l'union sacrée, pour la plupart des cas, n'ont pas respecté la procédure. Si pour Maouija, la situation était à la régulière, il a été destitué. Si pour celui de l'Ituri, la situation était à la régulière. Si pour d'autres, la situation était à la régulière. Mais cela n'était pas le cas, par exemple, pour Zoé Kabila, dont on a rappelé à Kinshasa pour des concertations avec le gouvernement central. Mais par la suite, on l'a destitué. Il n'a pas présenté ses moyens de défense parce que tout simplement, il a refusé d'adhérer à la famille politique du président de la République, et Mouyej également, dont on a rappelé à Kinshasa, et par la suite on installe une dame qui fait l'intérim. Et c'est là où nous nous décrions, c'est-à-dire que si vous faites une guerre politique,
l'organisation étatique de notre pays a fait que il y a des mécanismes que la loi met à votre possession pour que vous ayez ce que vous voulez. Les mécanismes sont lesquels? Vous faites des combines politiques, des concertations, vous constituez une majorité au niveau d'une assemblée provinciale et lorsque vous avez changé la donne au niveau de l'assemblée provinciale, par conséquent, vous serez à mesure de destituer un gouverneur régulièrement. Personne ne viendra pour vous le reprocher. Maintenant, là où certaines langues ou certaines analyses établiraient la responsabilité du chef de l'État, c'est en ce sens qu'il est celui qui a amené ce qu'on appelle par les gens qui le suivent, un nouveau vent, qu'on appelle l'union sacrée, qui n'est ni une plateforme politique, qui n'est ni une vision, mais juste une intention à mon humble avis. Cette intention voudrait que l'on change de coloration au niveau des assemblées provinciales. Et lorsqu'il y a des situations de crise à la suite de l'arrivée de l'union sacrée, et que c'est lui qui en est l'initiateur de l'union sacrée, c'est là où on l'impliquerait. Mais en tant que garant du bon fonctionnement, je voudrais laisser des brèches à mon co-débatteur Louis-France Kouzikessa, qui aime souvent les principes de droit. En tant que garant du bon fonctionnement des institutions, il doit être inquiet de voir que près de 12 provinces passent la vie dans une situation d'instabilité qui devient de plus en plus persistante. Merci. De plus en plus persistant, Patrick Lokala. Louis-France Kouzikessa. Quoi de plus normal que Félix Tshisekedi aussi ait le contrôle des provinces, comme ce fut le cas avec les FCC? Bon, je crois que les téléspectateurs ont compris que mon co-débatteur a presque puisé l'ensemble de l'orientation analytique telle que je l'ai ici présentée. J'avais dit que politiquement, parce que j'ai fait des analyses, j'ai fait une analyse juridique et une analyse politique. Dans l'analyse politique, j'ai dit que le président peut être en droit de contrôler les provinces, mais le contrôle ne peut pas arriver à empiéter les procédures de droit. Et quand le procédure... Et vous êtes sans ignorer que si la politique entre par la grande porte, les droits sortent par la petite fenêtre. Ça, ce sont des principes sociologiques. Quand nous voulons parler de la sociologie, on se sert maintenant de ces principes-là. Mais quand on parle du droit, ces principes ne sont pas fondés. Parce que vous savez que les principes sont vérifiables. Mais si je vous pose la question, quelle est la doctrine qui fonde la scientificité scientifique de votre principe, ça n'existe pas. Le jour où ça existerait, je sors de ces plateaux pour ne plus revenir. Donc, mon co-débatteur, c'est vrai, il m'a donné raison, parce que je l'ai dit ici. Mais je rappelle une chose, parce qu'il a cité les deux cas. Il a parlé d'Atou, il a parlé de Moukoumadi. Je prends le deux cas. Il sait que Atou est du FCC, connu, mais qui s'est rebuffé et qui est entré à l'Union sacrée pour protéger les pouvoirs. Il est au courant? La majorité a basculé de toutes les façons. À l'époque, il n'y avait pas d'union sacrée. Excusez-moi. La majorité a basculé. Patrick, il a droit à la protection. Juste un complément. C'est lui qui a la parole. Un complément d'info. C'est lui qui a la parole, s'il vous plaît. Excusez-moi. Allez-y, Louis-France. Qu'est-ce que vous appelez majorité? Hier, la majorité était où? Aujourd'hui, la majorité est où? Je lui donne 4 de mes secondes, s'il peut aider les téléspectateurs de nous dire, quand le président est entré au pouvoir, quelle est la famille politique qui était majoritaire? Aujourd'hui, quelle est la famille politique qui était majoritaire? Non, mais je peux répondre. Oui. Allez-y, Patrick. Je l'ai dit dès l'entame de mon propos, que le président n'avait pas la majorité. Parce qu'il n'avait pas gagné les élections. Il n'a pas la volonté en termes de majorité au niveau de son parti. Est-ce quand maintenant il a eu la majorité, est-ce qu'on a noué une alliance fait les élections? Comment expliquer exactement pour que les téléspectateurs comprennent? Ne soyez pas agités. Je ne suis pas agité, M. Patrick. Donnez la réponse à la question. Le président n'a pas eu, après les élections, lorsque la CENI a proclamé les résultats, le président n'a pas eu ce qu'on appelle la majorité parlementaire. Il était en minorité. C'est comme ça qu'il a fait une alliance avec les PPRD, d'autres partis politiques qui s'étaient constitués en bloc FCC. Et le président, avec sa plateforme qu'on appelait les 4 pour le changement, avait fait une alliance qui lui a donné une majorité au niveau de l'Assemblée nationale. Je crois la réponse est Louis-France, vous avez la réponse? Vous savez, hein, c'est quand même inquiétant que ça sorte de mon co-débatteur Patrick Lokala. Au sein de l'Alliance, parce qu'il veut fonder son argument sur l'article 78 de la Constitution, j'en suis attitré à le dire, que même au sein de l'Alliance FCC-CACH, le président n'était pas majoritaire. Le président a créé l'Alliance avec la majorité. Le président n'est jamais majoritaire jusqu'à ce jour. Parce que pour être majoritaire, cher co-débatteur,
Il faut que le ministère de l'Intérieur certifie d'abord l'existentialité juridique de votre famille politique, en laquelle on dote la majorité parlementaire. Parce que la majorité doit appartenir à une famille politique. La majorité ne peut pas appartenir à un vide. Quelle est la légalité de la famille du président pour être dotée de la majorité? Et même si alors, au sein du FCC cash, le président n'était pas majoritaire. Le président était minoritaire. Voilà pourquoi il y a une nomination du Premier ministre au sein d'une autre famille politique que la sienne. Vous savez, mon co-débatteur, je l'aime beaucoup, il est un homme intelligent. Mais quand il se trompe, c'est tout le monde qui comprend qu'il s'est trompé. Vous savez, Atou Matoubouana a été du FCC. Comment il s'est retrouvé à la famille politique du président? C'est pour protéger le pouvoir. Moukoumadi y compris. Jabamanissa y compris. Et on a vu tous les gouverneurs faire la déclaration d'appartenance à l'Union sacrée. Comme si l'Union sacrée était majoritaire au Parlement. C'était une fiction qu'on a imposée dans les têtes des gens. Ceci dit, mon plus grand regret ici, c'est que nous ne pouvons pas mélanger les analyses. Parce que j'ai posé la question simple, qui n'est même pas allée à 5 secondes. Quand est-ce que le président a été minoritaire et quand est-ce qu'il est devenu majoritaire? Mon co-débatteur vous a embrouillé, alors que c'est simple de le dire qu'à telle période le président était minoritaire, à telle période il a acquis la majorité. Voilà, c'est comme ça qu'on fait l'analyse, mais il ne vous répondra jamais. Là n'est pas le problème, je le pardonne pour ça, je sais que c'est une erreur qui est survenue. Mais je veux ici soulever un problème des conséquences. Parce que j'ai parlé de l'analyse juridique sur les fonctionnalités des entités territoriales décentralisées. J'ai parlé du séparateur juridique entre les entités territoriales et l'exécutif national. J'ai parlé ici des analyses politiques sur le droit du président, le droit politique du président, de recueillir une majorité au sein. Comment? D'avoir le contrôle politique au sein des entités territoriales. C'est en droit. J'ai fustigé la méthodologie politique qui ont biaisé le droit, dont le président s'est servi pour acquérir ces assemblées provinciales et les gouverneurs, parce que les gouverneurs ont été imposés d'appartenir à l'Union sacrée. Ça, c'est un fait. Maintenant, ici, je voulais parler des conséquences que l'ensemble des mécanismes, des procédures engagées par les institutions du pays vis-à-vis des provinces, l'exécutif national vis-à-vis des provinces, à l'impact de la population. Vous savez, il y a ce que la Constitution appelle la Caisse nationale de péréquation. C'est une notion très importante que nous allons enseigner ce matin. La Caisse nationale de péréquation vit de contributions des provinces. Ok? Telle province envoie, telle province envoie, telle province envoie, telle province envoie. Et la RDC vit de contributions de ces provinces. Et c'est cette caisse-là qui permet à l'exécutif national de retourner un pourcentage de, je crois, 60 ou 40%, 40% la rétrocession au niveau des provinces pour le développement de ces provinces-là. En réalité, c'est la retenue à la source, mais ils ne veulent pas le pratiquer. Bon, là, c'est un autre fait. Mais lorsqu'il y a instabilité fonctionnelle au sein des provinces, lorsqu'il y a une paralysie politique, lorsqu'il y a le méthode mécanique de faire fonctionner des provinces, en ce moment, la RDC ne reçoit pas normalement ce qu'elle devrait recevoir des provinces à cause de cette paralysie. Parce que le développement de la province dépend, du leadership qu'on a mis à la tête. Moi, je suis d'accord que les gouverneurs incompétents tombent, surtout ces DFCC qu'on nous a imposé ici par le méthode diabolique. Ça, je suis d'accord. Mais nous sommes toujours en train de fustiger qui on déplace, qui on remplace. C'est ça le critérium. Qui on déplace, qui on remplace. Et donc, je vous relance. Je termine par là. Je crois que vous me coupez brutalement la parole. Laissez-moi chiter. Je vous laisse toujours le temps, chiter. Ici, les provinces n'existent presque plus. Le Congo central était parmi des provinces qui ont fourni à la RDC l'ensemble
des éléments matériels capables de développer la RDC. Mais la province est paralysée. Le Katanga est paralysé. Gardez les autres alors, en ce moment-là, vous voulez parler du développement de la RDC, vous allez parler du développement par quelle magie politique, par quelle magie sociologique, à partir du moment où ceux qui fournissent le moyen à la RDC, les provinces ne fonctionnent presque plus à cause de la gourmandise politique. Les provinces sont presque par terre, selon lui, France, dans ses analyses. Patrick Lokala, est-ce que tout ceci ne vient pas ici donner lieu à l'analyse et même aux interpellations de notre frère Steve Mbikai, qui a pratiquement demandé à ce qu'on supprime certaines institutions de la République, parmi lesquelles les assemblées provinciales et même les Sénats? Est-ce que n'a-t-il pas raison vraiment au regard de tous ces tableaux sombres que vous avez peints tout à l'heure? Très bien, Nonon Kourou, merci beaucoup pour la parole. Moi, je ne vous pose aucun souci. Lorsque vous me coupez, quand même, la parole, je la rends. Et parce que je trouve que c'est vous qui conduisez les débats. Ça fait aussi partie de l'élégance qu'on exige souvent à un co-débatteur ou à un invité sur un plateau de télé. Merci beaucoup. Je voudrais très rapidement revenir sur quelque chose qui a été... On m'a fait passer pour quelqu'un qui s'est trompé dans l'analyse et que l'opinion s'en est rendu compte. Je voudrais démontrer le contraire, parce que c'est ça aussi la beauté du débat. Dans la question liée à la majorité parlementaire, il y a une analyse juridique et une analyse politique. Pour ce qui est de l'analyse juridique, je vais ici réfléchir avec mon co-débatteur, Louis-France Kouzikessa, que je suis très mal à l'aise lorsqu'il me dit que le président était minoritaire ou que le président n'était pas majoritaire. Non, il ne revient pas à un président d'être minoritaire ou d'être majoritaire. Selon l'organisation des élections en RDC, il revient à la CENI de déclarer après les élections que c'est tel regroupement électoral ou tel parti politique qui a gagné la majorité parlementaire, soit la majorité simple, soit la majorité absolue. C'est la CENI qui le déclare. Et si ce parti politique ou ce regroupement politique qui est déclaré majoritaire appartient à la famille politique du chef de l'État, tant mieux. Mais si ça ne l'est pas, tant pis. Mais pour le cas d'espèce, après les élections de 2018, comme d'ailleurs après celles de 2006-2011, aucune famille politique, en termes de regroupement politique ou parti politique, n'ayant pas été à mesure d'être déclaré majoritaire, c'est comme ça qu'on est tombé dans un schéma d'alliance. C'est ça l'analyse politique maintenant. Le président, comme son parti politique, comme ses regroupements politiques n'avaient pas gagné la majorité parlementaire, il était obligé de nouer des alliances avec d'autres familles politiques pour faire ce qu'on a appelé la majorité parlementaire. Et à partir de ce moment-là, lorsqu'il est dans la majorité parlementaire issue d'une alliance, on ne peut pas dire qu'il est minoritaire ou il est majoritaire. Mais le fait voudrait que l'on dise qu'il est dans une majorité parlementaire. Et que c'est cette majorité parlementaire-là qui avait le contrôle, non seulement de l'Assemblée nationale, mais aussi des assemblées provinciales à travers les provinces. Et par conséquent, cette analyse me permet ici de dire que le président n'était pas minoritaire et on ne pouvait pas le dire qu'il est minoritaire. Encore moins qu'il était majoritaire, mais qu'il appartenait à une alliance qui avait le contrôle de la majorité parlementaire. Je voulais le dire pour que les gens soient éclairés. Répondez maintenant à ma question. Et que l'on lève l'équivoque sur président minoritaire, président majoritaire. Ça, c'est de 1. Maintenant, je reviens à la question de Steve Mbikai. Vous savez, en dépit du fait qu'il y a un problème de dénonciateur, la crédibilité, l'image, la responsabilité de celui qui engage un combat, je ne voudrais pas m'atteler sur ce point parce qu'il y a des gens qui vont dire, voilà, c'est une attaque personnelle ou que je m'acharne contre Mbikai, mais je laisse ça, je laisse les débats autour de sa crédibilité, ce qu'il représente par rapport au combat qu'il veut porter. Mais je voudrais plutôt réfléchir en termes de ce qu'il dispose comme moyen politique pour arriver à obtenir le résultat par rapport à la démarche qu'il est en train de mener. Certes, il s'est rebuffé, il était à la OFCC, maintenant il est à l'Union Sacrée et qu'il engage un combat par rapport à la suppression de certaines institutions. Est-ce qu'il a le moyen politique?
Sera-t-il à mesure de convaincre ses pairs de l'union sacrée pour qu'on arrive à la suppression de ces institutions à penser par la révision de certaines dispositions de la Constitution? C'est là le problème. A-t-il eu l'aval ou le visa de celui qui incarne aujourd'hui l'union sacrée? A-t-il eu l'accord de toute cette majorité de l'union sacrée pour procéder à la démarche selon laquelle il faut aller réviser les articles de la Constitution pour arriver à supprimer les institutions de la République? Ça, c'est un problème que je pose et qu'à ce niveau, je crois que Steve Mbikai n'aura pas tout le moyen à sa possession pour arriver à obtenir le résultat de la démarche qu'il est en train de mener. Maintenant, est-ce que la problématique par rapport à la suppression est réelle? À mon humble avis, je crois qu'au cas où on arrivait à réviser la loi fondamentale et qu'on tend vers un référendum pour demander au peuple ce qu'il en est du Sénat, après tout ce que nous avons constaté, vous savez, je ne voudrais pas ici vous le rappeler, le Sénat a été traité de tous les maux. Lorsqu'on a élu les sénateurs, on a décrié la corruption. Certains sénateurs étaient versés dans la corruption. Ils ont corrompu les élus provinciaux pour être élus sénateurs. Le chef de l'État lui-même avait ordonné la suspension de l'installation du Sénat pour des dénonciations liées à la corruption des élus. Et ce que nous avons vu, tout ce que nous avons vu par rapport à la mafia qui s'organise au Sénat, il y a lieu aujourd'hui de s'interroger sur l'apport de cette institution par rapport à l'évolution du Congo, à l'évolution de la stabilité politique de nos institutions. À mon humble avis, c'est un débat qu'il a lancé. Il revient aux intellectuels de donner les moyens qui démontrent qu'on est pour ou on est contre. Mais à mon humble avis, je trouve que cette institution qu'on appelle le Sénat ne sert pas à grand-chose par rapport au fonctionnement de notre État. Le Sénat ne sert pas à grand-chose. Elle nous bouffe. Cette institution nous bouffe de l'argent. Cet argent, on pouvait l'orienter dans d'autres choses. Merci beaucoup, Patrick. Et on ne va pas s'arrêter là. Il faut aussi penser Patrick. À la réduction de 500 députés. C'est quand même trop pour un pays. Merci, Patrick. Louis-France Kouzikessa, est-ce vraiment opportun aujourd'hui de pouvoir penser la suppression de certaines institutions de la République au regard de tout ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui? Les gouverneurs provinciaux sont en train de déplorer des motions qui sentent les pognons. Les élus provinciaux sont en train de chercher de l'argent. Quand ils interpellent les gouverneurs et tout ça jette quand même l'anathème sur les institutions, Steve Mbikai peut avoir raison qu'on supprime carrément ces institutions. Je ne voudrais pas que nous puissions improviser les dispositions constitutionnelles ou que nous puissions inventer la Constitution. C'est une réflexion. Non. Laissez-moi d'abord parler. Je n'ai pas dit que votre réflexion n'est pas réflexion. Tu ne sais pas à quoi je vais me fonder. Nous ne devons pas inventer la Constitution. Mais nous devons lire la Constitution et l'expliquer. Et ceux qui sont appropriés doivent interpréter ce qu'on appelle l'analogie. Mon co-débatteur m'a fait chair de poule parce qu'il a dit qu'il ne revient pas au président de savoir qu'il est majoritaire. D'abord, il a refusé le terme majoritaire. Il dit c'est la CENI. S'il me donne une seule disposition de la Constitution qui consacre ce pouvoir-là à la CENI, de proclamer la majorité parlementaire du président de la République, je sors de ce plateau pour ne plus revenir. Je lui donne 4 demi-secondes. Je peux répondre très rapidement. Allez-y rapidement. Mais dans l'entretemps, avant de lui donner, dans l'entretemps, je voulais rappeler de prendre le soin de lire l'article 78. Il est question ici, on le précise clairement. Il m'a donné du temps. Que lorsque le président est élu au sein n'est pas élu au sein de la majorité, on cite expressément le président de la République. Laisse-lui les 4 secondes. Attends, il faut éclairer d'abord. Attends, 4 secondes. C'est moi qui cède mes secondes. Mais je voudrais que nous puissions nous mettre d'accord sur la rationalité de ce qui existe. Vous avez cédé le temps, non? C'est le président constate la majorité au sein du Parlement à travers ce qu'on appelle les déclarations d'appartenance. Au sein du Parlement, la CENI n'est concernée ni de près ni de loin. La CENI proclame le résultat. S'il me donne une disposition constitutionnelle qui part de la CENI, qui reconnaît la majorité présidentielle du président de la République, la majorité parlementaire du président de la République, je sors d'ici, je vous laisse l'émission. Je vais répondre très rapidement et éclairer ceux qui nous suivent. 4 secondes, hein? La disposition, il ne faut pas philosopher la disposition. 4 secondes. Non, mais ne perturbons pas. Non, mais nous avons besoin de la disposition. Vous lui avez accordé 4 secondes. Oui, mais disposition, il ne faut pas philosopher. Laissez-lui répondre. J'ai parlé de la disposition. Patrick, vous avez la parole. Non, mais laissez-moi parler. Oui, disposition. Comment vous me donnez des secondes, vous ne voulez pas que je parle? Je vous protège.
il faut être tout simplement attentionné, cher co-débatteur Louis-France Kouzikessa. J'ai dit ceci clairement. Après les élections, la CENI... Monsieur, la disposition, cher co-débatteur... Non, fondons les arguments sur les dispositions. Il ne répond pas... Fondons le débat sur le fondement. Nous sommes dans un débat. Laissez-lui avancer. Non, on risque de prendre 5 minutes. Allez-y, Patrick, c'est vous qui lui avez accordé le temps. Allez-y, parce que vous perturbez les la débats. Disposition. La qualité du débat, c'est aussi l'écoute, cher co-débatteur. Moi, j'ai donné 4 demain, c'est pour me donner la disposition. On doit passer à la seconde thématique. La disposition, cher, non, court. Laissez-lui répondre. Il a décidé à vous perturber. Avancez, s'il vous plaît. Avancez, je suis imperturbable. Rassurez-vous. J'ai dit clairement ceci. Après les élections, la CENI déclare que tel parti politique, tel regroupement politique a gagné la majorité, soit la disposition. Attendez. Ils font cet argument où? Posez-nous la question. S'il n'y a pas la disposition, on passe parce qu'on on revient sur la disposition. Non, c'est-à-dire quoi? Je vais arriver à la disposition. Mais je voudrais éclairer l'opinion, parce que l'opinion a besoin d'être éclairée. La disposition n'est pas là. Nous ne sommes pas à notre première initiative d'organiser les élections. Toutes les fois que vous suivrez le président de la CENI, ça c'est la philosophie. Il fait ceci, il proclame. Ça c'est les conseils. Aucun parti politique n'ayant gagné la majorité absolue. La disposition. À la fin de la proclamation, on dit tel aucun parti. Aucun parti. Le peuple a compris. Je peux reprendre mes 4 secondes. Il me prend 2 minutes déjà. D'accord. Je vais reprendre ma parole. D'accord, Patrick. D'accord, Patrick. Moi aussi, d'accord. Il est dans son temps. Patrick. Non, mais parce que quand je vais parler. Non. Ne vous laissez pas entraîner dans son jeu. Ne vous laissez pas entraîner dans son jeu. Il est dans son temps d'entraîner. Il m'a donné du temps. Patrick, s'il vous plaît, je vous laisse. Vous n'avez plus la parole. Non, j'ai la parole. Vous n'avez plus la parole. Vous n'avez plus la parole. Patrick, s'il vous plaît. Patrick, s'il vous plaît. Je reprends la parole. Je reprends la parole. Patrick, je reprends la parole. Je vais vous l'accorder. Je reprends la parole. S'il vous plaît, Patrick. Patrick, s'il vous plaît. S'il vous plaît, Patrick, je reprends la parole. Je reprends la parole. Je vais vous l'accorder, mais je reprends la parole. Non, pas du tout. Vous décidez de perturber l'émission parce que il me donne 4 secondes. Je vous laisse tout le temps parler alors. Il me laisse 4 secondes. Pendant que je parle, il m'interrompt, vous le laissez. Est-ce qu'on peut s'entendre? Est-ce qu'on peut s'entendre? S'il vous plaît, Patrick. Je finis. S'il vous plaît, mettons-nous d'abord d'accord. Respectons les principes de l'émission. Respectons les principes de l'émission. Non, parce que Patrick, s'il vous plaît. Non. Pour le respect des téléspectateurs. C'est vous-même qui perturbez. Patrick, écoutez-moi. Je vais vous accorder la parole. Je ne les ai pas utilisés. Je vais vous accorder la parole. Que j'ai fini. Je vais vous accorder la parole, Patrick. Ouais. S'il vous plaît. Je compte sur votre concision. Alors, dans 4 secondes, dites la disposition. J'ai dit ceci. Parce que ce n'est pas lui qui conduit les débats. Vous me posez des questions et je réponds. J'ai dit ceci. À chaque fois qu'on organise les élections dans ce pays, la CENI dit ce qui suit. Pendant la proclamation, les élections législatives ont été organisées. Aucun parti politique n'a gagné la majorité absolue. La disposition. C'est la disposition. Voilà. Là n'est pas le problème. Par conséquent, là n'est pas le problème. On doit passer à la deuxième thématique. Voilà les résultats. Et pour la majorité parlementaire, il revient au chef de l'État de nommer un informateur pour l'identifier. Afin de mettre en place une coalition. Vous êtes dans l'article 78 de la Constitution. Mais c'est exactement. D'accord, monsieur Luc, je crois que vous êtes satisfait. Il a éclairé. Vous êtes satisfait. Il n'avait pas besoin que j'arrive. Très bien. Merci beaucoup. Très bien. Allez. Vous savez, ça fait très longtemps que j'ai rigolé. Et toi, un co-débatteur se fait compléter par les présentateurs. Je voulais vous dire que vous pouvez ouvrir du premier au dernier alinéa de l'article 78, la CENI n'est pas citée. Prenez-moi la Constitution. Allez-y, Luc. Non. Il faut qu'on dissipe les malentendus. Attendez, messieurs. Allez, avançons, nous devons passer à la deuxième thématique. Allez-y, vous avez 1 minute 30 secondes. Vous n'allez pas m'imposer la question. Vous n'avez que 1 minute 30 secondes. Vous voulez que je vous remette la parole? Vous n'avez que 1 minute 30 secondes. Non, remettez. Je vous redonne la parole. S'il vous plaît, Luc France, pour l'harmonie. Non, mais je vous la redonne. Et pour le respect des téléspectateurs, vous avez 1 minute 30 secondes. Je vous ai dit qu'il m'a pris 3 minutes. Pour 4 secondes. C'est vous-même qui lui avez accordé. Voilà. Avancez, Luc France. Je n'ai pas demandé les minutes. Avancez, Luc France. Luc France, non, avancez. Terminez d'abord vous deux. Quand vous allez terminer, je n'ai rien à dire à Patrick, avancez. Je voulais vous rappeler que le peuple a été égaré. Il faut rétablir l'ordre constitutionnel. C'est très important. Du premier alinéa au dernier de l'article 78, la CENI n'est pas citée. Même pas le mot CENI n'est pas repris.
Et quand quelqu'un vient vous dire qu'au terme de l'article 78, on dit que la CENI proclame les résultats, il nous a amenés où? Vous savez, il ne faut pas inventer la Constitution. La Constitution existe. Et puis vous l'avez amené dans un trou. Vous dites, c'est vous parlez de l'article 78, dit exactement. Ne sachant pas que vous l'aviez induit en erreur. Je voulais demander à mon co-débatteur de sortir d'ici, de relire l'article 78, la CENI n'est pas citée. Il est dit ceci. C'est ce qu'on appelle l'ordre constitutionnel. Lorsque le président n'est pas élu, parce qu'on parle de l'institution président de la République, on parle de la majorité parlementaire. Quand le président est majoritaire, il nomme le premier ministre au sein de sa famille politique. Quand il est minoritaire, il nomme un informateur afin d'identifier cette coalition politique. C'est ça. La CENI n'est concernée en rien. La CENI proclame les résultats. Elle se limite là. Ce n'est pas de la magie. Je crois que l'ordre constitutionnel est rétabli. Il peut prendre tout un livre à écrire. Je sais qu'il n'écrit rien, il souligne. Mais regardez, il y a un problème. Le chef de l'État, quand est-ce qu'il est au courant qu'il est minoritaire? Je parlais ici de la procédure parlementaire. On appelle ça les déclarations d'appartenance. Chaque député dit, moi je suis de l'opposition. Tel dit, je suis de la majorité. Le bureau de la CENI, en faisant le recensement des blocs politiques, arrive d'abord à identifier une majorité parlementaire. Et la majorité parlementaire n'est identifiée à un bord politique que lorsque ce bord politique est doté d'une légalité juridique. C'est-à-dire l'existence juridique de cette famille politique. À l'époque, on nous a parlé de la majorité présidentielle, dont le ministère de l'Intérieur a reconnu l'existence juridique. C'est très important de rétablir l'ordre constitutionnel. Mais en revenant maintenant sur ce que j'ai appelé moi les conséquences des crises au niveau des provinces, j'ai ici dit, parce que vous avez parlé de Mbikaï, vous savez, il y a des gens qui doivent d'abord se taire pour se refaire une crédibilité politique, tel que l'a dit mon co-débatteur Patrick Lokala. Je vous ajoute 30 secondes pour répondre à la question de Mbikaï. Il y a des gens qui ne peuvent pas nous donner des leçons. Parce que M. Mbikaï a encore à faire sur sa crédibilité lui-même en tant qu'individu. Hier, au ministère des Affaires sociales, ministère de l'ESU, je ne l'ai jamais entendu parler de la suppression des institutions. Parce qu'il a été question d'illettrisme constitutionnel. Les institutions ne sont pas improvisées. Les institutions sont organisées selon le régime politique d'un État. Il faut que ça soit enseigné. Très rapidement, attendez. Le régime politique de chaque État, le régime juridique de chaque État, le système politique de chaque État, le système juridique de chaque État vous impose à une logique d'architecture organisationnelle des institutions. Merci beaucoup. Donc, si Mbikaï nous dit, attendez, si Mbikaï nous dit nous devons supprimer le Sénat, nous devons quitter la majorité, ce que nous appelons le système semi-présidentiel. Le présidentialisme, comme système politique auquel nous répondons, nous oblige l'existence de l'institution Sénat. Et ça, c'est un enseignement qu'il faut donner à Mbikaï. Je crois. Gardez la matière. Je crois certainement quand vous aurez encore les temps, qu'il ne prend pas soin. Attendez, je termine. On doit passer à la deuxième thématique. Je conclue. Il ne se limite qu'à lire ce qu'on a écrit. Mais il doit arriver à lire les doctrines pour ce qu'on appelle, j'ai écrit un livre dessus, je le lui recommande, les fonctionnalités d'un État, le fondement d'un État, comment existe un État, l'organisation d'un État. Ça, c'est écrit. Et chaque État répond à une logique. Et quand vous faites quitter l'État à une logique pour une autre logique, vous devez directement changer son système politique et son régime juridique. Merci beaucoup. Je crois que les téléspectateurs ont noté également au même moment que moi, pour lui, France, il est clair pour lui que si Mbikaï veut exactement qu'on supprime certaines institutions, il faut basculer dans un autre régime politique également. Nous allons passer à la deuxième thématique de notre émission. Vous le savez mieux que moi, le gouvernement national a reçu l'instruction du président de la République pour donner mensuellement 2 millions de dollars américains
à l'hôtel de ville de Kinshasa pour soutenir l'opération Kinbopeto. C'était hier que le ministre Aimé Boji et aussi le ministre des Finances, ensemble avec le gouverneur de la ville, ont conclu un acte d'accord pour recevoir chaque fin du mois 2 millions de dollars américains. Je commence avec Patrick Lokala. La province de Kinshasa produit 7 à 10 millions de tonnes de déchets par jour, je précise. Ce n'est pas facile de gérer tout ça avec 2 millions que le président Félix Tshisekedi décide d'octroyer à la ville-province de Kinshasa pour mener à bien l'opération Kinbopeto. Est-ce que cela va vraiment permettre à l'exécutif provincial de mener à bien cette mission pour que la ville soit désormais propre? Voilà, vous sentez qu'il y a un grand besoin de rendre Kinshasa propre. C'est ça même le souhait de beaucoup de Congolais. Mais je voudrais revenir un tout petit peu sur les analyses de Louis France et Kouziki ça. Je crois que l'émission est enregistrée. Et c'est suite vit la mauvaise foi que moi je n'ai pas parlé de l'article 78. S'il vous plaît, Louis France, on rigole pas sur le plateau. Non, mais il ne faut pas refuser ses propres propos. Vous les perturbez, laissez-lui dans vous avez parlé non, je ne veux pas qu'on réhabilite la vérité par les mensonges. Attendez. Vous avez parlé de l'article 78, lui a dit exactement. Donc il vous a soutenu. L'émission est en direct et l'émission est enregistrée. Voilà. Laissez les téléspectateurs conclure. Ceux qui nous suivent savent qui perturbe. Lorsque j'ai dit exactement, lorsque vous avez dit, j'ai évoqué la situation de la majorité. Au cas où, au cas où le chef de l'État nomme un informateur qui identifie la majorité parlementaire en fait de mettre en place une coalition, vous avez cité l'article 78, j'ai dit exactement. L'émission est enregistrée. L'émission est enregistrée, il ne faut pas égarer les gens. Et la réalité que j'ai évoquée, nous ne sommes pas à notre première expérience d'organiser les élections dans ce pays. Toutes les fois que la CENI proclame les élections, le résultat des élections dans ces pays, la CENI déclare toujours qu'aucun parti, aucun regroupement pour le cas des élections en 2018 n'a gagné la majorité absolue. Je n'ai nullement parlé de la majorité parlementaire. Et voilà, il a voulu placer une confusion pour faire passer des idées de mauvaise foi. Je n'ai nullement parlé de ça. Mais par contre, j'ai parlé d'une autre manche d'analyse à laquelle nous avons évoqué l'article 78. Donc, les co-débatteurs ont compris que lorsque j'ai voulu détecter cette désorientation, il s'est mis à perturber l'émission. Voilà. Et vous avez suivi tout au long. Quelque part, il a parlé du bureau de la CENI. Du bureau de l'Assemblée nationale. Voilà, maintenant il corrige. Voilà, maintenant il corrige. J'ai noté avec moi. Avancez, Patrick. J'ai noté avec moi. Heureusement que vous corrigez. Vous voulez corriger ensemble. Heureusement que vous-même vous êtes revenu. C'est une bonne chose. On passe à autre chose. Comme vous êtes revenu. Mais enfin, c'est pas vrai. Et vous avez compris que vous avez fait un lapsus. Alors, revenons maintenant à la situation de Kinshasa. Vous savez, cher Nonon Kourou, je commence à me poser des questions sur les intentions réelles de la gestion de notre État par ceux qui ont la prétention d'avoir le pouvoir public. Est-ce que ces 2 millions vont réellement répondre aux besoins? Vous-même, vous avez fait des statistiques. Kinshasa produit autant de tonnes de déchets par jour. Et lorsque vous multipliez par an, vous multipliez vous multipliez par semaine d'abord, par mois, puis par an, vous comprendrez que les 2 millions tels qu'annoncés par ceux qui nous dirigent seront totalement insuffisants pour pouvoir rendre Kinshasa propre. Et je me dis, c'est peut-être juste une opération de campagne, une opération de persuasion, mais est-ce que ces fonds vont réellement servir à rendre Kinshasa propre? Ce sont des problématiques que je pose et je crois que la problématique n'a pas été correctement posée. Il faut d'abord nous dire en termes de déchets, en termes de besoin de la propreté, qu'est-ce qu'il faut en termes de budget général. Il faut faire un plan. Il faut que nous soyons habitués à faire des plannings. Nous faisons un plan général et de ce plan général, nous avons les étapes de l'exécution du projet. Et il y a une étape réservée aux finances. Et par rapport aux finances, il nous faut combien d'argent? Il faut que l'État congolais, principalement, et de manière particulière, je vous relance, Patrick.
C'est tout ça la problématique. De son temps, le vice-gouverneur Nerombungu avait même dénoncé que l'opération Kinbopeto n'avait ni programme ni budget. Non, mais écoutez, alors les 2 millions que le chef de l'État a donné exactement ici, va servir à payer les arriérés des agents de Raskin qui doivent normalement évacuer ces déchets qui sont pratiquement à la grève. On va organiser cette opération pour qu'enfin Kinshasa redevienne comme elle a été dans le temps Kinlabel. Avant de revenir, d'arriver sur la situation financière, il y a d'autres étapes qui doivent être respectées par rapport aux principes ou aux théories sur l'élaboration de projets. Est-ce qu'on nous a présenté le problème tel qu'il est? Est-ce qu'on nous a dit les étapes de l'exécution de ce projet de l'éradication de l'instabilité dans la ville de Kinshasa? Et il y a une étape qui est réservée aux finances. Vous voulez résoudre un problème en commençant par mobiliser les moyens, mais la réalité sur le terrain risque de vous confondre. Vous donnez des statistiques ici, des tonnes de déchets, ce n'est pas moindre. Est-ce que cet argent, nous réfléchissons argent avant de poser les problèmes et de savoir combien d'argent faut-il avoir pour résoudre ce problème? C'est là où je vous dis que si on évalue le problème, ces fonds sera insuffisant pour résoudre les problèmes de Kinshasa. D'où je demande, je voulais d'ailleurs le dire d'une autre façon, vous m'avez malheureusement coupé la parole, ceci pose toujours le problème des hommes qui arrivent au pouvoir sans la moindre préparation. Quelqu'un, il servait d'un bon matin, il a un peu d'argent, il a la capacité d'acheter une majorité, je ne sais, peut-être une majorité parlementaire au niveau de l'Assemblée nationale ou des assemblées provinciales, et il devient un gouvernant, sans idée, sans projet, sans aucune vision pour la République. Et la conséquence, c'est que, en lieu et place de réfléchir, mettre en place un projet et tenter de suivre les déroulements de ce projet pour qu'à la fin vous établissiez ce qu'on appelle des rapports, on commence par d'abord mobiliser des fonds et ensuite chercher à résoudre des problèmes de manière d'abord mobiliser les fonds, Patrick. Ce qui est difficile. Merci. D'abord, il faut mobiliser les fonds pour aller à l'essentiel. Louis-France. Oui, monsieur Nonon. La ville de Kinshasa est tellement sale, le président de la République n'en supporte plus parce que c'était bien lui qui avait lancé l'opération, c'était le 19 octobre 2019 de Kinbopeto. Il revient à la charge pour financer cette même opération. Oui, je voudrais vous conseiller parce que la conséquence c'est que vous ne tenez pas compte. La faute, c'est à la montre. Prochainement, amenez même votre téléphone. Ne vous en faites pas, tout est réglé. J'ai la montre. Non, vous n'avez pas la montre. Il ne faut pas mentir les téléspectateurs. Ce n'est pas à vous de gérer ma montre. Moi, je suis esclave de la vérité. Avancez, monsieur Louis-France. Je suis esclave de la vérité. Avancez, ce n'est pas à vous d'apporter les remarques. Est-ce que je peux parler? Parce que vous m'avez donné. Vous avez votre talent. Apparemment, vous. Je voulais ce que j'appelle le rétablissement de l'ordre constitutionnel. Je l'aime beaucoup. Parce que vous savez, vous pouvez vous tromper dans la sociologie. Vous pouvez vous tromper dans l'environnement. Mais dans le droit et dans la logique, on ne se trompe pas. Parce que les idées sont vérifiables. J'ai fait noter ici. C'est que du premier au dernier alinéa de l'article 78 de la Constitution, il n'existe pas ce que vous appelez concept CENI. Et aucune responsabilité n'est reconnue à la CENI. Je ne me vois pas, moi, Louis-France Kouzikessa, parler de l'article 78 dont je n'ai pas évoqué la CENI, au même moment parler du bureau de la CENI. Quel paradoxe. Mon co-débatteur s'est carrément trompé. Je comprends que pour une fois, il s'est rendu compte qu'il était vraiment... Il voulait s'en sortir, mais il ne pouvait pas. Ce n'est pas la CENI, parce que mon co-débatteur doit aussi retenir que la logique ou les contextes constitutionnels des élections de 2006 n'est pas le même contexte de 2011 parce qu'il y avait révision constitutionnelle. Ça doit être rappelé. Très rapidement. C'est un enseignement important. Vous ne pouvez pas parler du contexte organisationnel des institutions, des élections de 2006, le comparant en 2011 et en 2018, alors que nous avions connu la révision de plusieurs dispositions constitutionnelles. Donc le contexte juridique a changé. Ça doit être noté. Et quand vous faites les rappels de l'organisation des élections, faites un effort de contextualiser. L'émission est arrivée à la fin, vous avez 30 secondes pour chiter. C'est comme ça que j'ai toujours la culture de vous remettre votre parole. Chitez, Louis. Si vous pensez que moi je suis vous avez 30 secondes, restez dans votre temps, au lieu de me répondre, répondez à la question. Non, je vous réponds parce que vous êtes injuste. 30 secondes. Très bien. Prochainement, ramenez-moi la montre.
Ça va aider, ça va servir mon présentateur parce qu'il n'a pas de montre. Il est injuste parce qu'il n'a pas de montre. J'ai une montre, Louis France, avancée. Vous n'avez pas de montre. J'ai une montre avancée. Répondez à votre question. Je suis le seul à avoir la montre au plateau. À votre question. Mais ce n'est pas votre montre que nous consultons. Non, c'est moi qui me sers de cette montre. Avancez, s'il vous plaît. Vous faites la magie. Mais regardez une chose. Mon co-débatteur a dit une chose ici très importante, c'est que l'organisation des élections et la proclamation de la majorité parlementaire revient toujours à la CENI. Mais il ne vous a jamais donné la disposition. Il a dit qu'il n'avait pas parlé de l'article 78. Mais il avait parlé de quel article? Si je lui donne encore 4 de mes secondes, l'article ne viendra pas jusqu'à la venue du Christ. Là, il n'y a pas de problème, l'homme peut se tromper. Je le lui concède. Mais regarde les problèmes. Sur ta question. Chutez par là. Le problème n'est pas de prétendre donner des millions. C'est un acte que j'encourage du président de la République, de donner des millions à la ville de Kinshasa. Mais est-ce qu'on peut nous dire la ville de Kinshasa, elle produit d'abord combien le mois? C'est comme ça qu'on pose le raisonnement scientifique. Deuxième chose, au Congo, les promesses, on en connaît quelque chose. C'est la faisabilité. Vous voulez que je commence à vous rappeler combien de promesses qui ne sont pas encore tenues? Cette émission, je n'ai pas le droit de vous rappeler, mais je termine, je termine en disant, je termine en disant, excusez-moi s'il vous plaît. Chité, en 2 mots. Je termine en disant une chose importante, c'est que pour arriver à soutenir une ville, parce que la ville de Kinshasa, à elle seule, fait partie des provinces, les 26 provinces de la RDC. Il faut nous dire les vrais problèmes que connaît la ville de Kinshasa en termes de moyens. Quels sont les moyens qui sont alloués à la ville de Kinshasa? Combien elle produit elle-même? J'encourage qu'on lui ajoute des moyens, mais si et seulement si les peuples congolais pour qui on travaille se rassurent de ce que nous appelons le circuit financier de la ville de Kinshasa, sa rationalité, parce que je vais aussi recommander au président que toutes les institutions du pays nous disent ce qu'ils produisent chaque fin du mois. C'est l'argent du peuple, c'est l'opacité absolue. C'est l'argent du peuple. En France, vous avez la lune budgétaire, vous avez les productions de chaque institution. C'est l'argent du peuple. Sur Internet. Mais ici, merci, le ministre, on ne sait pas combien ils sont payés. Le président lui-même, on ne sait pas combien il est payé. Merci, le député et les autres, ça crée quand même une sorte de Merci, Louis France. désordre. Cette émission est terminée. Patrick Lokala, merci Mais pour amenez votre la montre participation. demain. Non, je rappelle. Merci pour votre Vous avez participation. la montre parce que la réalisation, vous faites. Ne vous en faites pas. Merci pour votre Et ce n'est participation. pas à lui de vous donner la méthodologie de La réalisation n'est pas une montre. Merci pour votre participation. Louis France, à vous également, merci. Merci beaucoup. C'était pour vous Libre Opinion. Nous avons abordé des thématiques tout au long de cette émission. L'instabilité dans nos provinces, est-ce qu'il fallait réellement supprimer carrément ces institutions comme le veut Steve Mbikai, ou encore la responsabilité revient au président de la République comme l'a prétendu Tikez Djemou. Alors, nous avons également abordé cette problématique de l'insalubrité dans la ville de Kinshasa avec des millions que le chef de l'État a mis à la disposition de l'hôtel de ville. Et cela va vraiment soutenir cette opération. Nous allons voir, Inch'Allah, les rendez-vous est pris. À demain, au revoir.